Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de LSA Direct, l'émission d'information du soir d'Algérie. Vous retrouvez après une longue absence due à des bobos, des ennuis de santé. L'occasion pour moi aujourd'hui de remercier Tarek Hafid, qui a eu la lourde tâche de me remplacer à la débeauté dans l'urgence. Mais je n'avais pas d'inquiétude, vous sachant entre de bonnes mains. Tarek a assuré, et de fort belle manière, qu'il en soit ici remercié. Vous retrouverez d'ailleurs Tarek dans une prochaine émission débat qui viendra enrichir le canevas des productions du soir d'Algérie. Je ne vous en dis pas plus, il détaillera lui-même son magazine. Et puis, je ne peux pas commencer cette émission sans une pensée pour un immense monsieur, un doyen de la presse algérienne, Zoubir Swissi, vient de nous quitter. Membre fondateur du Soir d'Algérie, il a présidé aussi de longues années aux destinées du Conseil de l'éthique et de la déontologie. Et c'est toujours d'ailleurs à mes yeux une plume, un style et un état d'esprit. Sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Notre invité du jour, il est à la tête d'une structure de santé connue de tous les citoyens algériens, un lieu iconique, l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger. Abdeslam Benana, bonjour. Bonjour, cher Hakim, et bon retour, bon rétablissement. Merci. Cette première question, hôpital mythique, question récurrente. La période de Mustapha, grand bazar au centre-ville, lieu de stationnement, bouchons et de klaxons, est-ce que c'est terminé? Terminé, non. Pour dire que c'est terminé, c'est faux, je vais mentir. Tant qu'il y a le désordre, Mustapha restera Mustapha avec toutes ses insuffisances. Le vacarme, le stationnement, le va-et-vient. L'Arab, c'est comme ça. Parce qu'il est en train de subir des conséquences. Je dis bien qu'il est en train de subir et n'est pas en train d'agir. Mustapha fait partie d'un ensemble, de quelque chose qui s'appelle le système national de santé. Il est à la tête, malheureusement, je dis bien malheureusement, il est à la tête d'une pyramide. Et cette pyramide, à la base, fonctionne mal. Donc elle fonctionne mal, par conséquent, la population, l'usager, a besoin de trouver une réponse dans des délais, je dirais, dans des délais raisonnables. Et du coup, il est obligé de grimper cette pyramide. Et du coup, il arrive à Mustapha, le dernier recours. Oui, non, on est obligé de répondre à une demande qui devrait être normalement prise en charge ailleurs. Par des structures intermédiaires. Par des structures intermédiaires. Mais comme il y a un désordre qui a été provoqué par un certain nombre de facteurs, par un certain nombre de raisons, parfois subjectives, parfois objectives, donc Mustapha qui est à la tête subissent les conséquences. J'ai cru comprendre, vous allez me corriger si je me trompe, qu'il y avait un projet, il y a de cela quelques années, celui de raser cette bâtisse qui a été construite en 1854, qui ne correspond plus aux normes hospitalières en cours ailleurs, de vendre le terrain, et un beau terrain, pour reprendre l'expression des agents immobiliers, c'est 15 ou 16 hectares, et de construire avec cet argent une structure de soins plus en conformité. Est-ce que ce projet est toujours là ou est-ce qu'il a été enterré? Franchement, il n'y a rien d'officiel, je dis bien, il n'y a rien d'officiel qui prouve qu'un projet pareil a été conçu ou bien a été pensé. Il n'y a aucun document. Peut-être qu'à un certain moment, on avait pensé à cela. Peut-être, je dis, c'est-à-dire dans un cadre informel. Par contre, il y a une dizaine d'années, on a pensé à autre chose. On a pensé à récupérer une partie de Mustapha où le terrain est stable, parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des études de sol qui sont favorables à supporter une construction. Et il était question de construire en hauteur, avoir ce qu'on appelle des services de dégagement et procéder par la suite à la réhabilitation des autres structures, des autres services et les mettre bien sûr à niveau. Parce que maintenant, dans l'état actuel des choses, les structures que nous avons sont obsolètes. Pourquoi elles sont obsolètes? Parce qu'elles répondent plus aux normes universelles
qui réglemente. Notamment la disposition pavillonnaire. On m'a dit que c'était dépassé. Non, non, c'est pas dépassé. Bon, je prends l'exemple des hôpitaux français parce qu'on parle toujours de la France. C'est notre exemple. Et les grands hôpitaux à Paris sont toujours enfin, obéissent toujours au système pavillonnaire. Quand vous allez en France, par exemple l'hôpital, je sais pas. À Paris, Cochin, disons. Cochin, vous allez trouver les pavillons qui gardent leur cachet historique, l'extérieur, mais à l'intérieur, vous allez trouver une structure moderne. Pourquoi pas? Parce qu'à l'intérieur, il a été refait, il a été modernisé, de façon à ce que cette structure réponde aux normes hospitalières. D'accord. Je dirais, quand il y avait l'embellie financière, c'est ce qu'on devait faire. C'est ça. Malheureusement, on a raté le coche. Ensuite, on s'est occupé d'autres choses, d'autres détails. On s'est occupé de la dalle de sol, de la faïence, de je ne sais pas quoi, et on a oublié l'essentiel. Décorum. Et on a oublié l'essentiel. Bon, moi je retiens donc pour l'heure que la structure hôpital Mustapha Pacha ne bouge pas, ne sera pas délocalisée. Ça, je le confirme. Bon, lors d'une de ces visites à l'hôpital Mustapha, c'était, je crois, en décembre, le 5 décembre, si je ne m'abuse. Le ministre de la Santé, le professeur Ben Bouzid, avait insisté sur la nécessité d'humaniser les hôpitaux. Mustapha Pacha est-il un hôpital, un espace de soins déshumanisé? Alors là, vous touchez du doigt une question pertinente. Parce que parler d'humanisation d'un hôpital, il faudrait d'abord se mettre d'accord et adopter le même lexique. Qu'est-ce que c'est que l'humanisation d'un hôpital? Vous allez me le dire. Parce que jusqu'à ce jour, on n'est pas, je dirais, mais si on n'est pas d'accord, on n'a pas adopté le concept qu'il faut en matière d'humanisation. Pour moi, directeur d'hôpital, je conçois l'humanisation comme étant, tout d'abord, une forme de communication avec le patient. C'est très important. Imaginez un patient qui vient du fin fond de l'Algérie, qui arrive pour la première fois peut-être à Alger, et où Alger, un grand hôpital qui ressemble à une ville. Oui, je rappelle, c'est 16 hectares. 16 hectares. Déjà, ce patient, le pauvre, il est détaché de son environnement. Donc, c'est la première atteinte à sa personne. Il est seul. Il arrive, il rentre dans un service où on parle probablement un langage ou une langue qu'il ne maîtrise pas. 2. 3. Il est soumis à une panoplie d'examens sans pour autant comprendre, sans pour autant voir l'autre bout du tunnel. Il est tout seul. Moi, personnellement, ce sont les volets que je considère, ce sont les aspects que je considère essentiels à l'humanisation d'un hôpital, d'un service hospitalier. Si on arrive à respecter cela, si on arrive à communiquer avec le malade pour lui expliquer tout cela, pour qu'il soit à l'aise, à ce moment-là, je dirais que ma structure est humanisée. Ensuite, viendront les aspects secondaires. Oui, je suis d'accord avec vous, mais pour rester toujours dans le même volet, vous allez peut-être me répondre qu'il ne faut pas comparer l'incomparable, mais il y a une réalité. Prendre un rendez-vous, oui, se rendre à une consultation ou se faire hospitaliser à Mustapha, je cite Mustapha parce que présentement vous en êtes le gestionnaire, s'apparente souvent à un parcours du combattant. Effectivement, souvent c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que, pour la simple raison, Mustapha est dépassé. Imaginez, toute l'Algérie déverse, et quand on parle de Mustapha, Ce que vous appeliez tout à l'heure la pyramide. Voilà, quand on parle de Mustapha, on a tendance à oublier un facteur très important, c'est que Mustapha héberge deux hôpitaux qui supportent des besoins nationaux, qui répondent à une demande nationale. Centre Pierre et Marie Curie pour les cancéreux et l'hôpital Mustapha. Et ce sont deux hôpitaux indépendants. Chaque hôpital est autonome. Donc toute l'Algérie déverse. S'il ne vient pas à Mustapha, il vient au CPMC, à Pierre et Marie Curie. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait, puisque tout à l'heure j'avais parlé d'un désordre. Oui, j'avais dit que des prestations de services qui devraient être assurées normalement à la base viennent, les patients se rendent à Mustapha
pour y trouver une réponse à leurs demandes. Si ce désordre continue à exister et à persister, il est tout à fait normal que la tête de la pyramide, ne va pas contenir toute cette demande. Moi, je vais rajouter des mots à vos mots, MAUX. Phénomène récurrent ces dernières années, Oui. phénomène qui prend une ampleur même inquiétante, l'exode des médecins. Vous êtes gestionnaire d'un grand hôpital, d'un très grand hôpital. Comment vivez-vous, et là je vais utiliser un terme de santé ancien, cette saignée? Alors, un point très important que vous avez soulevé. Pas plus tard que 2-3 mois, le service de psychiatrie, où nous assurons les urgences psychiatriques. Un service qui avait un bon encadrement. Il y avait 5 ou 6 psychiatres, avec bien sûr le professeur. Du jour au lendemain, nous avons eu 3 ou 4 départs. Ils sont partis en France. Ah, définitif. Définitivement, ils sont partis en France. Nous avons tendance à oublier un élément très important, c'est que, et d'ailleurs, peu de gestionnaires pensent à cela, c'est la pyramide des âges de la ressource humaine. Parce que normalement, nous sommes tenus d'établir et d'avoir cette pyramide des âges au niveau de notre tableau de bord. Et vous allez voir que le personnel médical ou paramédical est vieillissant. Je rajoute à cela, les dernières années, il y a eu le départ à la retraite anticipée. Alors cette mesure nous a vraiment mis à genoux. Nous avons perdu les meilleurs paramédicaux, nous avons perdu des médecins qui sont partis jeunes. Et donc du coup, comme vous l'avez si bien dit, c'est la saignée. Mais justement, alors la question, en dehors de la pyramide des âges, en dehors des personnes qui sont administrativement touchées par un départ, pourquoi, selon vous, des médecins, ou plusieurs milliers de médecins, sont amenés à fuir le pays, des médecins jeunes? Bon, fuir le pays, ça c'est des choix. Moi je pense que c'est des choix. Je ne dirais pas que les conditions ne sont pas réunies. C'est vrai, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais il y a un minimum requis pour pouvoir exercer. Maintenant, certains, en tant que médecin jeune, il a une ambition, il aimerait bien partir à l'étranger, profiter de sa jeunesse, profiter tant qu'il est jeune, pour construire un an, pour un avenir. Ils font des choix. Moi, je peux vous raconter l'inverse. Je peux parler de... Moi, j'ai connu des médecins qui ont craché dans la soupe. Ils étaient à l'étranger. Je connais quelqu'un qui était chef de clinique en Suisse. Je dis bien à Lausanne, qui avait sa place, qui avait toutes les commodités. À un certain moment, il a décidé, non, moi je laisse la Suisse, je rentre au pays. Il est rentré au pays, il a créé un service qui reste jusqu'à ce jour cité comme exemple. Restons tout de même, parce que là c'est un épiphénomène. Celui qui revient de Suisse, qui s'installe, qui réussit, c'est beau, c'est exaltant, mais ça reste un épiphénomène. Je reste sur l'hémorragie. Pour l'instant, je reste sur cette hémorragie. Alors, quelle est, vous, en tant que gestionnaire, votre marge de manœuvre? Comment pourriez-vous faire? Avez-vous les moyens de garder les médecins chez vous? Impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça ne dépend pas du gestionnaire, ça ne dépend pas du politique. Vous parlez d'un phénomène qui naît depuis pratiquement l'enfance. Depuis l'enfance. Quand vous prenez une ressource humaine, actuellement 4 hautement qualifiés, et vous revenez un peu en arrière pour connaître son histoire personnelle. Vous allez remarquer, par exemple, à l'âge de 16 ans, il était obligé de quitter son patelin pour aller faire l'internat dans un lycée, pour avoir son bac. Déjà, il commence à se détacher de son milieu. Ensuite, les études universitaires, il est obligé de s'éloigner encore une fois. Il vient vers la grande métropole, Alger ou La Hatak. On alimente encore cette culture. Et à la fin, il réalise que pour atteindre ses objectifs, il est obligé de traverser la Méditerranée.
Donc, moi, je considère que c'est un phénomène social qui est déjà nourri depuis l'enfance. Mais alors comment on fait? On arrête l'exode dès la formation? Et voilà, comment faire pour arrêter cet exode? Mais je vous pose la question Voilà. en retour. Donc, voilà, donc il faudrait traiter le problème à la source. Et pour traiter ce problème, il faudrait engager tout un processus un processus énergique, qui prend en charge et qui mobilise plusieurs facteurs à la fois, pour que cette ressource humaine reste en Algérie, pour qu'elle soit utilisée pour l'Algérie et par les Algériens. Tout à l'heure, vous abordiez la configuration assez particulière de votre hôpital, qui est en fait une sorte de 2 en 1, puisqu'il y a aussi la structure CPMC, Centre Pierre et Marie Curie. Il y a ce pavillon d'oncologie ou ce grand service d'oncologie. Et son patron, le professeur Bouzid, vient une nouvelle fois. Moi, je ne les compte plus, les fois où le professeur Bouzid, excusez-moi l'expression, elle est familière, pète un câble. Et c'est un cri d'alerte qu'il vient de lancer. Des adultes, mais aussi de plus en plus d'enfants meurent faute de traitement. Ce cri, même si c'est un hôpital dans un hôpital, il l'a lancé chez vous, pratiquement sous vos balcons. Il l'a plutôt lancé dans son établissement. Mais ça a dû venir à vos oreilles. Oui, on l'entend, c'est tout à fait normal. On lit la presse, on entend la radio. Chaque jour, on fait face à un truc pareil. Là encore, je mets le doigt sur cette question. Quand on arrive à perdre des enfants ou à perdre des êtres humains, faute de médicaments, est-ce que la responsabilité incombe, ou bien, non, je dirais, est-ce que nous avons perdu le malade parce qu'il n'y a pas de médicaments, ou en amont, nous n'avons pas engagé, nous n'avons pas mis en place la stratégie thérapeutique ou bien la stratégie de santé publique adéquate? Et la réponse? Moi, je pose la question. C'est un débat. Que nous aurons peut-être par la suite. C'est un débat. La chimiothérapie en matière de prise en charge d'un malade cancéreux reste l'ultime étape. Avant cela, il y a des étapes. Pourquoi on ne parle pas de ces étapes? Qui restent donc déficientes. Inexistantes. Et qui relèvent de la responsabilité? Et qui relèvent de la responsabilité de chacun de nous. Moi, je ne jette pas la pierre. Mais elle part quelque part, cette pierre. Gros volet, et vous vous en doutez, celui du Covid-19. Très bien. 500 000 doses du chinois Sinovac, réceptionnées, c'était il y a quelques jours, le 31 mai dernier. On annonce d'autres lots d'ici juillet. Alors il y aura le russe, le Sputnik V, le chinois Sinovac et le britannique AstraZeneca. À Mustapha, comment les choses s'organisent? À Mustapha, nous avons commencé timidement parce qu'au départ, on avait comme mission de vacciner le personnel. Donc, priorité accordée au personnel pour que, bien sûr, la structure reste debout. Ensuite, quand on a fini avec le personnel, nous avons ouvert nos portes. Et nous sommes en train de vacciner la population qui se présente. Nous avons donné priorité, bien sûr, aux malades chroniques. Et dès qu'on termine avec nos malades chroniques, on va ouvrir encore les portes à... Ah bah ça tombe bien parce que je vais inverser l'ordre de mes questions. Très bien. Concrètement, je suis en âge de me faire vacciner. Oui. J'ai décidé enfin de le faire. Comment ça se passe? Je prends rendez-vous, je me présente à votre hôpital et on me pique, ou alors je dois passer 1 ou 2 coups de fil avant? Il y a une plateforme qui a été mise en œuvre par le ministère de la Santé. Il faudrait s'inscrire sur cette plateforme et attendre son rendez-vous. Voilà, c'est ce genre d'information que nos téléspectatrices et téléspectateurs... Et quand vous arrivez à l'hôpital, on va pas vous piquer, on va vous vacciner. Parce qu'on pique son chien. Oui. On pique pas... Enfin, à mon âge, j'ai l'impression qu'il vaut mieux qu'on pique. Une remontée, sujet moins léger, mais qui est là avec des chiffres, une remontée sensible des chiffres ces dernières heures. Vous confirmez au niveau de votre structure, par exemple? Non, c'est la stabilité, c'est toujours la stabilité. Il n'y a pas de remontée. On a noté 300... Vous savez, quand vraiment on avait atteint le pic, l'hôpital Mustapha avait mobilisé le plus grand nombre de lits.
que ce soit de lits d'hospitalisation normale ou bien de soins intensifs. On était les premiers en Algérie. Et on fonctionnait pratiquement, je dirais, les 3/4 de l'hôpital se sont reconvertis pour la prise en charge Covid-19, des patients Covid-19. Maintenant, on est en train de fonctionner parce que juste après, il fallait reprendre les activités. Nous avons tenu un conseil scientifique, nous avons arrêté une approche, et on s'est mis d'accord pour que chaque mois, un service se mobilise exclusivement pour le Covid et les autres travaillent. Oui, c'est ce que j'allais vous le demander aussi. Dans quelle mesure le Covid-19 et la pandémie a impacté sur le traitement des autres pathologies? Je dirais un impact négatif. Un impact négatif dans la mesure où on était obligé d'arrêter un certain nombre d'activités chirurgicales ou bien médicales et de mobiliser les lits pour l'hospitalisation des malades Covid. Mais maintenant, on reprend petit à petit. Là, vous êtes en rattrapage, en fait, de tous les voilà. actes qui ont été retardés ou décalés. Voilà. Imaginez, Abdeslam Nana, on vous donne carte blanche pour changer 2 ou 3 choses dans votre structure. Ça serait quoi vos priorités? Vous savez, la priorité dans toute entreprise, quelle que soit sa nature ou quel que soit son truc, c'est tout d'abord la ressource humaine. On ne fait rien sans ressource humaine. Il faudrait que cette ressource humaine soit motivée. Et pour la motiver, il faudrait qu'elle adhère à une stratégie. Je rendrai les rapports entre administration et ressources humaines des rapports contractuels. Objectif. Expliquez-moi la spécificité d'un rapport contractuel, c'est-à-dire limité dans le temps et la performance. Un rapport contractuel, c'est résultat dans le temps en obéissant à un cahier des charges. Vous avez des... J'entends d'ici les grognements dès qu'on entendra ce genre de contrat en préparation. Oui, ça existe déjà. C'est des choses qui existent pour un certain nombre d'activités, des activités à caractère spécifique. Mais on aimerait bien que cette approche soit généralisée. Il n'y a plus cette situation de confort. Travailler ou ne pas travailler, vous avez le salaire. Donc, premier cap, la contractualisation. Premier cap, ressources humaines avec des rapports contractualisés. J'ai dit 2 ou 3 choses. Oui, vous avez encore vous avez 2 choses encore. Alors, la deuxième, bien sûr, ça c'est par rapport à un environnement global, il faudrait vraiment avoir son autonomie. Il faut vraiment avoir son autonomie et laisser l'établissement de santé qui appartient à un bassin de population, qui appartient à une aire géosanitaire, s'adapter aux besoins de cette population. Et là, cette autonomie, vous ne l'avez pas encore. Vous sentez une bride? Nous ne l'avons pas encore, oui, dans la mesure, on peut faire un certain nombre de choses, mais on ne peut pas encore voler avec ses propres ailes. Ouais. On est aéroporté. Vous êtes aéroporté. Et je vous parlais de grogne par rapport à des perspectives comme celle-là, de la contractualisation. La grogne des paramédicaux et de certains administratifs, comme celle qu'a connue Mustapha l'année dernière, en 2020, c'est une page qui est tournée? Il y a eu des petits mouvements au sein de certains paramédicaux. 2020? L'année dernière. Peut-être la grande qu'il y a eu, celle des résidents. Vous parlez des résidents. Je parle de résidents et de certains pôles administratifs. D'ailleurs, vous aviez fait une mise au point à l'époque en disant qu'il n'y avait pas de professeurs dans ce mouvement, il n'y avait que ces corps intermédiaires. Concernant la prime Covid, je pense. C'est cela. Oui, alors là, c'est extraordinaire. Monsieur le Président de la République a instauré une indemnité, une prime, servie au personnel qui se sont investis dans la prise en charge des malades Covid. Quand on avait commencé, ce n'est pas tout le monde qui était avec nous.